Denis Belnaud, vous êtes déjà présenté, mais responsable du service phytochimie normalisation de l'ITEPMAI, qui va nous parler des huiles essentielles, de la normalisation et autres éléments. Je vais mettre. Donc, rebonjour. Donc, je ne vous redis pas ce que ça veut dire l'ITEPMAI, c'est un peu long, mais en gros, c'est les plantes médicinales aromatiques, Bien proche, ouais. aromatiques et à parfum. Donc, on a principalement une activité agronomique, donc c'est de la sélection variétale, du travail sur les itinéraires techniques qui vont de la mise en place des cultures jusqu'à la sortie de champ avec le séchage, en passant par la protection des cultures avec l'homologation des produits de traitement et le travail sur des méthodes alternatives avec des produits naturels. Dans mon service, en fait, on fait des analyses donc sur des plantes, sur des extraits de plantes, sur des huiles essentielles, telles quelles, ou intégrées dans des produits industriels qui vont depuis les farines animales aux produits cosmétiques, etc. Bon, c'est le résumé. Voilà. Alors, je vais vous parler des huiles essentielles. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle ? Il existe des définitions officielles, deux qui sont quasiment un copier-coller l'une de l'autre, à l'ISO, donc l'Organisation internationale de standardisation, et à la pharmacopée européenne. Et vous allez voir qu'en fait, une huile essentielle, c'est défini par son mode de production. Il y en a deux grands types, l'entraînement à la vapeur et un procédé mécanique. L'entraînement à la vapeur, c'est l'image qu'on a de l'alambic. Voilà. Et le procédé mécanique, c'est en fait réservé aux fruits des agrumes, où on les écrabouille. D'un côté, on a le jus, et de l'autre, on a l'huile essentielle. Alors, ce qui est à mon avis important là-dedans, c'est de voir que dans les définitions, on dit toujours que l'huile essentielle est obtenue à partir de. Ce qui veut dire que, par définition, dans une plante, il n'y a pas d'huile essentielle. Je sais, c'est la catastrophe, mais c'est comme ça. En fait, une huile essentielle, c'est un produit obtenu par un procédé industriel. Voilà. Une huile essentielle, c'est un produit obtenu par un process. Ce n'est pas ce qu'il y a dans la plante. Je vous montrerai des exemples qui le démontrent bien comme il faut. Alors, l'entraînement vapeur, c'est quoi ? Je ne sais pas si vous voyez les jolies couleurs et jolis dessins, mais alors ça peut se faire. Parce que moi, je vais réussir à me servir de la flèche. Tadam, ouais. Donc, on peut le faire à partir de la plante fraîche, c'est pas très fréquent, à partir de plantes sèches ou à partir d'un exsudat. Ça va être des gommes comme du galbanum, de la résine de pin, etc. Par un phénomène donc, qu'on appelle d'un point de vue technique, soit... ça ne marche pas toujours le point rouge en fait. C'est un point rouge intermittent clignotant. Bon, bref. Soit par entraînement vapeur, soit par hydrodistillation. La différence, elle est technologique. L'entraînement vapeur, il y a juste de la vapeur qui passe à travers la plante. L'hydrodistillation, la plante baigne dans la bassine. Voilà. Le phénomène physique, c'est ce qu'on appelle un entraînement pseudo-azéotropique. Et donc, c'est un phénomène physique avec plein de lois très jolies, très marrantes, etc., qui expliquent bien ce qui se passe. On obtient en tout cas un mélange de vapeur d'eau et de vapeur de ce qui est devenu une huile essentielle. On les refroidit, donc on les recondense. Ils retournent tous les deux à l'état liquide et l'huile essentielle et l'eau se séparent parce que par définition, une huile essentielle, ce n'est pas miscible à l'eau. Alors je vais vous le dire plusieurs fois, alors je commence tout de suite. Dans l'huile essentielle, il y a deux mots importants. Huile, ça veut dire que ce n'est pas miscible à l'eau. Et essentiel, ça veut dire que c'est volatile, comme une essence. Voilà. Alors donc, en général, au-dessus, il y a l'huile essentielle, parce qu'elle est souvent moins dense que l'eau, mais on a certaines huiles essentielles qui sont aussi denses que l'eau, d'autres qui sont même plus denses que l'eau, donc on va retrouver au fond. Et le reste, la fraction aqueuse, c'est ce qu'on appelle un hydrolat, une eau aromatique ou une eau végétale. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des condensats, puisque c'est ce qu'on a obtenu par recondensation de produits gazeux. Ça, c'est un champ de lavandin. Voilà, donc il faut oublier l'image du mec avec sa serpe d'or. Voilà, c'est des cultures qui sont comme ça. Maintenant, c'est ramassé dans des bennes qui vont directement à l'usine. On branche l'arrivée de vapeur en bas de la benne. Et tout ça, c'est extrait, c'est recondensé un peu plus loin dans l'installation. Ça, c'est pareil, c'est pour la menthe et c'est aux États-Unis. Voilà. Le deuxième mode d'obtention d'une huile essentielle, l'expression à froid. En gros, le principe, donc c'est soit avec des écorces, soit carrément avec les fruits entiers, qui vont être pressés. Donc là, vous avez une vis sans fin. D'un côté, donc, vous avez les excès de plantes, là, ce qui reste des zestes. Et puis là, vous avez soit que de l'huile essentielle, soit de l'eau, en fait, du jus de fruits et de l'huile essentielle. Ça dépend des procédés. Et hop,
Voilà un exemple d'oranges qui sont en train de prendre un petit bain avant de se faire écrabouiller. Voilà. Et puis là, ce sont des citrons, parce qu'il n'y a pas que les oranges qui subissent ça, qui sont pelés. Alors donc, dans le temps, en Italie, il y avait des appareils avec des noms un peu spéciaux, pellatrice, etc., où on faisait tournoyer les citrons sur un axe. Il y avait juste des griffes qui raclaient l'extérieur pour avoir juste l'huile essentielle contenue dans les petites poches. Hop. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'huile essentielle dans les plantes, que c'est le procédé qui la fabriquait. Et donc, si on reprend l'entraînement vapeur, bon, voilà, ça s'appelle l'entraînement azéotropique. En fait, c'est un véritable milieu réactionnel, comme quand on fait de la chimie dans un labo. Il y a des réactions d'hydrolyse, de déshydratation, de décarboxylation, des réarrangements qui se produisent, etc. Et à la fin, on obtient des molécules qui sont forcément lipophiles, essence, enfin huile, donc pas miscible à l'eau, donc lipophile, de petite taille. En gros, en général, il y a moins de 25 carbone, et assez peu d'hétéroatomes, c'est-à-dire de soufre, d'azote ou d'oxygène, parce qu'autrement, les molécules se collent trop entre elles et elles ne peuvent plus s'évaporer facilement. Dans l'expression à froid, cette fois-ci, c'est simplement un lessivage, et donc le milieu est quasiment pas réactionnel. Il y a juste un peu l'acidité du jus de fruits qui peut travailler un petit peu, mais surtout, comme on lessive l'extérieur du fruit, vous avez tous remarqué qu'il y avait comme une couche de cire, d'ailleurs, sur les fruits, les citrons, etc. Ils sont dissous dans l'huile essentielle, l'huile, donc lipophile, donc ça dissout la graisse, donc les cires. Et donc on va retrouver dans une huile essentielle obtenue par pression à froid, à la fois le contenu des petites poches de la peau d'orange, mais aussi ce qu'il y a dessus, qui peuvent être et les cires et les colorants jaune ou orange qu'il va y avoir dedans. Un exemple d'entraînement azéotropique. Alors juste par hasard, j'ai vu que dans votre revue, il y avait un tout petit article là, de 10 lignes sur la Golterie, l'huile essentielle de Wintergreen, qui était potentiellement intéressante à cultiver. Alors, depuis 2-3 ans, on en voit en jardinerie, donc j'imagine que c'est produit ici. Donc ça produit une huile essentielle à l'odeur très particulière de salicylate de méthyle. Pour ceux qui les fréquentent, ça sent un peu les vestiaires du rugby. C'est des trucs un peu anti-inflammatoires contre les coups. Voilà. Sauf que dans la plante, il n'y en a pas du tout. Dans la plante, ce qu'on trouve, c'est cette molécule ici, qui s'appelle la goltérine ou monotropitoside, parce qu'on trouve aussi dans d'autres plantes. Bref. Et au cours de la distillation, il y a une hydrolyse qui se produit et on obtient le salicylate de méthyle, donc le petit bout en haut à droite qui devient ça. Et c'est ça qu'on va retrouver comme huile essentielle, donc qui s'appelle soit huile essentielle de Wintergreen, soit huile essentielle de Golterie. Alors c'est une huile essentielle qui est, je pense, une des plus falsifiées, parce que c'est 98% de salicylate de méthyle. Ça coûte tellement moins cher à faire à partir de pétrole que c'est pas la peine de s'embêter à le cultiver. C'est au point que la pharmacopée américaine, dans sa monographie consacrée à l'huile essentielle de Golterie, dit qu'il y a 2 origines. Bon, la Golterie ou l'écorce de bouleau, parce qu'on peut en faire aussi à partir de l'écorce de bouleau, et la synthèse. Voilà. Et a priori, ça a les mêmes propriétés. Donc voilà, ça c'est pour bien vous mettre dans la tête qu'il n'y a pas d'huile essentielle dans les plantes. Une huile essentielle, c'est un produit qu'on obtient à partir d'une plante. De même qu'il n'y a pas de vin dans la vigne, le vin, ça s'obtient en faisant fermenter du raisin. Voilà, il n'y a pas de bière dans l'orge, il faut travailler l'orge, le faire fermenter, etc. pour obtenir de la bière. Voilà, l'huile essentielle, ce n'est pas un produit naturel, c'est un produit de transformation. Et donc, pour l'expression à froid, je vous ai mis juste une jolie photo, enfin, que je trouve jolie. Voilà. Alors, quelques données économiques. Paf. Actuellement, il y a à peu près 150 huiles essentielles qui sont couramment commercialisées. On dit qu'il y en avait 300 il y a 50 ans, donc encore perte de biodiversité. La première, c'est l'huile essentielle d'orange, 50 000 tonnes à peu près, qui se répartissent entre le Brésil et la Floride. L'huile essentielle de menthe verte ou menthe douce, produite en Inde, majoritairement pour fabriquer du menthol naturel. Et ce qui reste, c'est vendu souvent sous le nom d'huile essentielle de menthe poivrée. L'huile essentielle d'eucalyptus, 4 000 tonnes. L'huile essentielle de menthe poivrée vraie, 3 000 tonnes. Et en 10e position, l'huile essentielle de lavandin, qui est la première production d'huile essentielle en France. Alors, je ne sais pas si je vous donne des chiffres, mais ce n'est pas ceux-là que je vais vous donner. Le lavandin, il s'en cultive à peu près 10-12 000 hectares en France. Le pavot à morphine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est à peu près 15 000 hectares. Notre filière, ça représente à peu près 45 000 hectares. Et pour vous donner aussi une idée des surfaces, quand on parlait ce matin de l'utilisation de produits, de coproduits de l'industrie, il y a une vingtaine d'années,
pour couvrir la moitié des besoins européens en digoxine, un médicament pour le cœur, il fallait 30 hectares. Donc il y a quand même des grosses différences de surface nécessaires pour de la valorisation. Là, si vous pouvez tous à ma place, ça me ferait du bien. Donc, il faut distiller 10 kg de clou de girofle pour obtenir 1 litre d'huile essentielle, 50 kg de lavandin, 150 kg de lavande et 5 tonnes de mélisse. Autant vous dire que les prix sont en conséquence. Alors les quantités produites varient énormément d'une année à l'autre et d'un produit à l'autre. Les prix aussi, ça va à quelques euros pour la menthe, le citron, le lavandin, à des centaines d'euros. Camomille et mélisse, deux productions emblématiques du Maine-et-Loire, voilà, et voire plusieurs milliers d'euros comme l'huile essentielle de rose, qui certaines années peut valoir jusqu'à 6 ou 7 000 euros le kilo. Donc vous voyez que quand on parle d'huile essentielle, ça représente vraiment des produits très très différents. En composition, mais bon, je crois que vous ne voulez pas que je vous parle de chimie, mais en prix, en surface, etc. Il reste 5 minutes ? Ah non. Merci. Les prix sont variables, ça c'est pour la lavande. À droite, ce sont les prix. Et à gauche, c'est la production en tonnes. Et donc, vous voyez, en fait, il y a des effets. La production s'effondre un peu à gauche. Du coup, les prix remontent 2 ou 3 ans après. Du coup, la production remonte, etc. Donc, il y a des effets comme ça de balancier. Et on a des différents organismes sur cette filière, en particulier le CIHF, mais aussi beaucoup France Agrimaire dans son antenne de Volx, qui essaye de réguler un petit peu ces marchés de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de spéculation et que les gens puissent continuer à vivre d'une année sur l'autre de leur production. Donc c'est un marché en fait qui est ouvert totalement à la concurrence internationale et qui des fois a du mal un peu à s'en sortir. Le revenu essentiel, c'est un produit qui est très variable. En fonction de la date de récolte, là vous avez 3 dates de récolte pour de l'amande poivrée. Chaque couleur représente un constituant. L'optimum, c'est au milieu, où on a un bon rapport entre menthol et menthone. Vous voyez que la date est très importante. La technique de distillation aussi. Voilà l'exemple de la sauge clarée, où il y a une norme qui existe dessus, avec 2 procédés de distillation. Le procédé traditionnel, qui consiste à faire un pré-fanage, donc on coupe, on laisse 2-3 jours sécher au champ, et puis après on distille. Et puis le broyer en verre, c'est ce que je vous ai montré, les bennes qu'on charge et qu'on va distiller tout de suite. Alors là, c'est peut-être un petit peu loin pour vous, mais en fait la composition varie justement en fonction du mode de distillation sur les composés les plus sensibles. Et du coup, en fonction de la façon dont on va distiller, on va obtenir une huile essentielle de qualité différente sur la même plante. Et enfin, en fonction de la plante, parfois, c'est l'exemple classique du thym, avec ses nombreux chimiotypes, déaphénol, thymol et carvacrol, c'est les thym piquants, puis après tous les thym doux, alinalol, atuyanol, etc. Thuyanol, c'est l'hydrate de sabinel, c'est le dernier. Donc en fait, voilà, quand on dit j'ai utilisé telle huile essentielle sur telle culture, c'est génial, ben non. Quelle huile essentielle, de quelle plante, de quelle variété, est-ce qu'elle correspond ou pas à une norme? Les huiles essentielles, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de normalisation, auquel on participe à l'ITEPMAI, parce que justement, on sait qu'il y a des variations. Et il faut pouvoir dire, voilà, une huile essentielle de lavande, sa teneur en linalol, pour que ce soit un produit de bonne qualité, ça varie entre 25 et 35%. Ça paraît énorme, mais c'est des fluctuations qu'on peut observer. Et donc, c'est extrêmement important quand on va utiliser une huile essentielle, mais n'importe quel extrait végétal, de pouvoir dire, quand ça existe, mon produit est conforme à telle norme. Parce que comme ça, on sait au moins dans quelle fourchette il peut varier. Autrement, c'est n'importe quoi, c'est même pas la peine de lire l'article. Je suis énervé parce que je tousse. Et donc, le contrôle qualité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand on fait de l'analyse d'huile essentielle, la norme de base, c'est l'ISO 11024, qui dit justement comment est-ce qu'on fait un profil d'huile essentielle, quels sont les prérequis, donc il faut calibrer son installation, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information, etc., etc. Et là, on a des résultats alors, qui sont faux en toute rigueur, parce que c'est des pourcentages de surface de pic, ce n'est pas des quantités, mais qui sont reproductibles d'un labo à l'autre. C'est-à-dire que 2 labos qui qualifient régulièrement leur installation avec cette norme trouvent les mêmes résultats. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir faire un négoce honnête entre producteurs et acheteurs.
Donc, quand on achète une huile essentielle, il faut savoir si elle se rapporte à une norme ou pas, et si elle a bien été analysée suivant cette fameuse norme ISO 11024. Hop. Ça, bon, je vais passer vite. C'est tous les producteurs, tous les échelons de la chaîne de valeur, depuis le producteur jusqu'au consommateur, qui passent les uns derrière les autres, et qu'il y a beaucoup d'intervenants. Donc, bon, on n'est pas trop du petit distillateur sur le coin de son champ qui vend aux petits touristes qui passent, même s'il est chinois. Les débouchés des huiles essentielles au niveau mondial, un gros tiers, c'est l'agroalimentaire. Or, principalement, c'est l'aromatique alimentaire. Un tout petit peu les compléments alimentaires, mais pas encore beaucoup. Après, c'est tout le domaine la fragrance, la cosmétique. Bon, ils ont mis l'aromathérapie avec, ok. Entretien, maison, lessive, etc. Là, on est plutôt dans les biocides. Et puis, 16% dans les produits pharmaceutiques. Alors qu'il y ait 16% du débouché qui soit dans les produits pharmaceutiques, ça ne veut pas dire que c'est forcément considéré comme des principes actifs. Bien souvent, les huiles essentielles dans les médicaments sont ce qu'on appelle des excipients. Juste, ça rend le goût ou l'odeur plus agréable. Alors, dans certains cas, c'est revendiqué comme un principe actif, mais pas systématiquement. De même que le fait qu'une plante, un extrait de plante, une huile essentielle soit inscrite à la pharmacopée, ça veut juste dire qu'elle est décrite avec un certain nombre de critères objectifs qu'on peut mesurer pour dire qu'elle est de qualité pharmaceutique. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on lui reconnaît une quelconque activité. Vous avez l'eau qui est là, vous avez le sucre qui est là, vous avez plein de molécules qui servent simplement à faire des médicaments et dont on décrit la qualité minimum pour entrer dans un médicament. Donc ne confondons pas pharmacopée et reconnaissance d'une activité quelconque. 2 minutes. C'est pas pour me dire que c'est bien, c'est pour dire 2 minutes, soyons d'accord. Ok. Donc, protection des cultures, vous savez, il y a 3 grands types, substances actives, substances à faible risque et substances de base. Bon, donc c'est de la réglementation, voilà. Faible risque, bien. Substances de base, alors en fait, nos collègues de l'ITAB, en particulier Patrice Marchand, là, sont beaucoup sur ce sujet, ils essaient d'instruire le maximum de dossiers de substances de base. Une substance de base, en gros, c'est un produit qui n'est pas dangereux, qui a sûrement un intérêt en protection des cultures, et qu'on est censé pouvoir fabriquer soi-même au coin du champ avant de traiter sa culture. Je vais vite. Un exemple récent, c'est l'huile essentielle d'oignon. Alors, c'est une huile essentielle pour laquelle il n'y a pas de normes. Donc là, vous avez en bas la composition par exemple, d'un producteur qui fait partie de l'ITEPMAL, nos adhérents, avec ses dérivés soufrés, des di, des tri, des tétrasulfures, qui sont des molécules qui ne sont absolument pas présentes dans l'oignon. Ils se produisent qu'au cours de la distillation. Voilà. Là, j'ai entendu dire que l'alicine, c'était un principe actif de l'oignon. C'est un produit qui n'existe quasiment pas dans l'oignon. Dans l'oignon, vous avez au départ soit l'aline, soit ses dérivés soufrés. L'alicine, elle existe de façon très transitoire par une réaction enzymatique. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, ce produit-là, donc cette huile essentielle, a eu en juillet 2018 droit à son inscription comme substance de base. Et donc on trouve là-dedans un certain nombre de paramètres. Alors on voit bien que ça a été défini, ce tableau, surtout pour des produits chimiques. Donc il y a des trucs sans objet, pas applicables, machin, etc. Voilà. Et puis après, ils disent à quoi ça peut servir comme substance de base. Donc je l'ai remis, le petit tableau final de l'annexe 2. J'ai mis un truc très joli, voilà. Ça s'utilise sur les cultures non mellifères, donc carottes, céleri, persil, racines, machin, etc. Contre la mouche de la carotte, voilà. Et vous voyez à droite que pour l'utiliser, soit vous mettez un certain nombre de gouttes d'huile essentielle dans un petit pot, alors qui est décrit un peu avant, et puis vous en mettez un certain nombre dans votre parcelle, et vous faites ça une fois par an. Et en fait, ça fonctionne en faisant peur ou en distrayant la mouche de la carotte de sa destination. A priori, ça pue tellement, on en analyse tous les ans. C'est vrai que ça pue. Sans être mouche de la carotte, ça pue vraiment ce produit. Donc voilà, ça les fait fuir, et du coup, on améliore la protection de ces cultures d'apiacées. Soit on les met sur des petits grains, etc., qu'on met même dans les petits pots, etc. Donc voilà, substance de base, on vous dit ce que vous pouvez faire. Oui, ça va, c'est masqué. L'huile essentielle en protection des cultures, donc il y en a un certain nombre qui sont approuvés avec des dates de péremption. Voilà. Il y en a en août 2020, là. Alors là aussi, les beautés de la traduction. Extract from tea tree, donc dans les textes officiels français, on voit extrait d'arbre à thé. L'arbre à thé, vous savez que c'est le Camellia sinensis. Voilà. Là, pas du tout. Le tea tree, quand on parle de ce genre de truc, c'est une myrtacée. C'est un mélaleuca, et donc c'est de l'huile essentielle de mélaleuca à 4 terpinéol. Il faut le savoir.
tout est marqué huile de quelque chose, alors que ce n'est pas des huiles, ce sont des huiles essentielles. Un bel exemple de bêtise qu'on peut faire avec les huiles, un produit très à la mode, c'est le cannabis. L'huile de cannabis, ça peut être soit de l'huile essentielle de cannabis, en gros c'est des sesquiterpènes, alpha-émulène, bêta-caryophyllène, soit c'est vraiment de l'huile de chanvre, l'huile de chènevis, donc c'est une huile classique, une huile fixe avec des triglycérides, soit c'est un produit extrait avec des solvants et redissous dans de l'huile, et là c'est un produit qui peut être riche en THC ou en CBD. Donc voilà, l'huile, c'est pas un concept, enfin c'est pas un mot suffisant. Donc en fait, dans notre filière, on est souvent confronté à ça, des gens pleins d'enthousiasme qui veulent utiliser des produits, qui connaissent pas les définitions, qui utilisent les mots à tort et à travers et qui arrivent à avoir on va dire un peu des catastrophes, puisqu'en fait, ils n'ont pas les résultats qu'ils obtenaient. Éventuellement, ils vont publier, et puis après, on va nous dire bah oui, mon produit, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais, c'est juste le gars, il n'a pas bien défini le produit sur lequel il travaillait, et il ne savait pas d'ailleurs sur quoi il travaillait. Denis, il va falloir conclure, je suis désolé. Bon, une grosse larme sur des substances qui n'ont pas été approuvées. Des essais faits par le GRAB sur un programme CASDAR, où il concluait qu'il n'y avait pas d'effet des huiles essentielles. Alors ma conclusion, c'est ne croyez pas que je n'aime pas les huiles essentielles, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, comme bien des produits naturels, on ne peut pas remplacer les produits de synthèse actuels par des produits naturels. Voilà. Remplacer le glyphosate par une huile essentielle, c'est pas trop possible. On n'a pas les produits qui ont la même efficacité. Là, ce qu'on nous démontre, c'est in vitro ou dans des conditions très contrôlées, on va avoir des bonnes activités, on va avoir beaucoup de mal à retrouver au champ, en particulier avec les huiles essentielles, parce que comme je vous l'ai déjà dit, dans l'huile essentielle, il y a essentiel, c'est-à-dire que ça s'évapore tout de suite. Donc ça ne va pas avoir généralement le temps d'être réellement efficace sur place. Voilà. Et je pense que donc il faut vraiment changer d'état d'esprit. Voilà. Passer en protection des cultures, j'ai un problème, j'ai un traitement, à sur telle culture, je risque d'avoir tel problème, qu'est-ce que je peux faire de façon préventive, éventuellement avec des produits d'origine naturelle. Et je crois que c'est fini. Merci. Et voilà. Beaucoup. Désolé de faire le maître du temps un peu chiant. C'est juste que je souhaitais au moins préserver une question. On vous applaudit d'abord bien fort. Merci beaucoup. J'aurais juste quand même préservé une question du public pour rester dans le temps. Si quelqu'un en a une pour Denis. Personne ? Non ? Moi, je veux juste avoir la part du biologique, parce qu'on en parle quand même beaucoup, et c'est un marché d'importance. Quelle est la part du bio sur les huiles essentielles ? Alors, moi, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment bien l'information. Ce que je peux dire, c'est que dans nos surfaces, je crois qu'on doit être... si on sort le pavot à morphine, qui est une culture absolument pas bio, on doit approcher, je crois, les 20% de nos surfaces qui sont en bio. C'est quand même largement plus que l'ensemble de l'agriculture française. Voilà. Après, est-ce qu'une huile essentielle, c'est un produit biologique ? La réglementation bio, c'est quelque chose de très très compliqué, très politique, la limite du religieux par certains aspects, et je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Oui. Merci. Alors moi j'ai une question du coup, comme ça il y en aura une. Fais vite alors. Ouais, une seule. Les huiles essentielles en protection des cultures, pour les faire reconnaître en tant que... Bon, il y a des substances de base, hein, ça a pu la mentionner, mais il y en a aussi qui ont été inscrites en tant que substances conventionnelles. Donc, c'est les terpènes d'orange, ou oui. Ce qu'on appelle l'huile d'orange. Même comme tu disais, c'est pas de l'huile. Bon, c'est très coûteux ça. Et est-ce que c'est brevetable du coup ? Parce que si tu peux pas protéger ton invention, comment est-ce que tu justifies ces coûts exorbitants en fait ? Comment c'est possible ? Comment ça a été possible, tiens, dans ce cas précis ? Déjà, je pense que c'est les premières qui ont été autorisées justement, là, les terpènes d'orange. Ouais, c'est un peu la difficulté justement de beaucoup de produits comme ça. On a la même chose pour les gens qui veulent inscrire des extraits comme ingrédients en santé animale, où en fait c'est celui qui dépose le dossier qui dépense tout l'argent, et après tout le monde va pouvoir utiliser ce qu'il a fait pour utiliser son produit dans d'autres aliments. Et je pense que c'est un peu c'est ça qui fait que ça avance pas très vite, c'est que ça coûte très cher et que c'est pas forcément celui qui a dépensé l'argent qui va être le seul à en profiter. Merci.